Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Quel est le point commun entre votre instituteur de CE2 qui vous punissait constamment, votre collègue de travail qui ne répond jamais à vos demandes, ou l'éternelle guerre entre syndicats et patronat? Tout simplement, la relation humaine et les multiples difficultés qu'elle peut présenter. Celle-ci est omniprésente dans notre vie de tous les jours. Essayez de vous rappeler vos derniers sujets de conversation. La famille, les amis, les relations sociales, les collègues, la politique, les médias, les réseaux sociaux. Très probablement, vous avez parlé de relations. Elle est partout et paradoxalement très peu enseignée car perçue comme allant de soi. Pourtant, en matière de communication, tous, autant que nous sommes, nous nous prenons régulièrement les pieds dans le tapis, créant des situations cocasses, voire inconfortables. Et malheureusement, dans certains cas, des malentendus peuvent générer de la souffrance et des impasses relationnelles. Ce n'est pas une fatalité, comme le démontrent Frédéric Demarquet et Julien Rouet dans leur ouvrage « Petit traité des relations humaines » ou « Comment éviter les pièges relationnels au quotidien ». Par le moyen d'exemples concrets et pragmatiques teintés d'humour, ils nous entraînent dans un voyage intérieur et interactionnel et nous invitent à des décryptages précis afin que chacun puisse trouver sa propre résilience relationnelle. Chromosome B. Frédéric Demarquet, je vous retrouve après un premier podcast réalisé il y a presque un an autour de votre précédent ouvrage intitulé Le Perma-Management, également aux éditions Henrik B. Vous êtes consultant en ressources humaines, praticien en thérapie brève et formateur. Vous réalisez des accompagnements tant dans des cadres professionnels que personnels en vous inspirant des approches systémiques. Vous enseignez également dans diverses universités et êtes auteur de nombreux articles et livres. Julien Rouet, vous êtes consultant et coach professionnel. Ancien cadre en entreprise, vous intervenez principalement auprès de dirigeants et de leurs équipes. Vos champs d'intervention sont la relation humaine et la stratégie d'entreprise et vous avez fondé Manager, une structure dédiée à ces activités en agissant auprès de plus de 90 entreprises et de très nombreux dirigeants. Vous dites avoir deux passions, l'entrepreneuriat et l'accompagnement de leaders ambitieux. Messieurs, bonjour. Bonjour Sylvano. Bonjour. Quel est le point de départ qui a motivé ce livre et les circonstances de votre collaboration ? Julien Rouet. Alors, nous, avec Frédéric, on s'est rencontrés puisque j'ai été participant aux formations qu'il faisait. Donc, c'est Frédéric qui m'a fait découvrir la systémie, les approches systémiques dont on va probablement parler et sur lesquelles sont basés ce livre. Et puis, la réflexion pour faire cet ouvrage, c'était de se dire... pour moi, il y en avait deux. D'un premier côté, c'était de se dire... j'observe que le monde se polarise un peu, qu'il y a probablement des difficultés de compréhension des uns et des autres, et donc l'idée c'était de rendre accessible quelque chose qui permette aux personnes de de mieux se comprendre les unes les autres. Et le deuxième, c'était sur l'approche systémique particulière. C'est qu'on n'a pas vu beaucoup d'ouvrages le rendre accessible parce que ça peut être une approche qui peut être un petit peu complexe parfois, et donc l'idée qu'on a eue avec Frédéric, c'était de rendre ça accessible parce que, à titre personnel, en tout cas, je parle pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans ma vie, dans ma relation aux autres, dans ma façon de voir le monde. Donc je trouvais ça assez chouette de le rendre accessible et de le partager. Frédéric Demarquet, on a mentionné le Perma-Management qui nous a occasionné un podcast il y a quelque temps. Il y a une continuité entre votre précédent ouvrage et celui-ci ? La continuité, ça pourrait être en fait l'aspect relationnel. Dans un perma-manager, effectivement, est éminemment relationnel. Il entre en relation un peu différemment avec ses collaborateurs, avec ses équipes, avec son organisation. Donc il y a ce tronc commun. Dans le perma-management, on va dans d'autres directions, mais il y a quand même ce tronc commun qui est la relation et l'interaction humaine. Donc là, dans cet ouvrage, le petit traité, on a vraiment fait le choix de mettre le focus sur la relation humaine et sur les pièges qu'elles pouvaient effectivement les relations pouvaient nous tendre dans la vie quotidienne, qu'elles soient
professionnelle, personnelle, voire plus large, sociétale. Et donc ce tronc commun, effectivement, je pense que c'est la relation. Alors, vous êtes tous les deux coachs et formateurs avec de longues pratiques en milieu professionnel. Est-ce que l'entreprise est un théâtre privilégié pour observer les comportements et les relations interpersonnelles ? L'entreprise, c'est un des théâtres. C'est un sacré théâtre parce qu'il y a pas mal de choses qui s'y passent, mais c'est pas le seul théâtre. Dans les milieux familiaux, dans les milieux sociétaux, on voit aussi pas mal de choses. Ce qui peut être intéressant en entreprise, c'est effectivement la diversité des interactions, puisque c'est des milieux qui brassent beaucoup d'interactions. Le cadre qui est particulier, la diversité des profils, et donc c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que il y a beaucoup de diversité dans les différentes interactions, et nous on est systémiciens et on adore ça, les interactions, et plus c'est complexe, plus c'est divers, plus on aime ça. Et en plus, il y a pas mal de jeux sociaux qui se rajoutent à ça, donc c'est vrai que l'entreprise, mais qui n'est pas le seul théâtre, en tout cas c'est intéressant pour nous. Et j'ajouterais peut-être à ce que vient de dire Julien, effectivement, que en tant que consultant, coach dans des organisations, on peut dire que la relation humaine, la communication interpersonnelle est vraiment au cœur de quasiment tous les sujets pour lesquels on nous contacte, en fait. C'est un tronc commun à tous ces sujets. Alors après, il va y avoir des sous-sujets, mais il y a un tronc commun qui est quand même la relation humaine et tous les pièges, effectivement, dans lesquels beaucoup de personnes se prennent les pieds dans le tapis. Alors en entreprise, on aborde très peu la question de la relation. Quel bénéfice il y a pour les employés et évidemment leur cadre aussi de connaître un peu les rouages de la relation ? Frédéric ? Je dirais qu'en fait, le premier bénéfice, pour moi, et ça va être une réponse un peu curieuse, c'est qu'il y a des bénéfices à tous les niveaux. Donc le bénéfice, c'est que ça va faire bouger à tous les niveaux. Parce que comme je disais tout à l'heure, la relation est au cœur de tout. Donc ça veut dire que lorsque les personnes vont rentrer en relation d'une manière plus satisfaisante pour les uns ou les autres, ces personnes vont se sentir mieux, vont davantage atteindre leurs objectifs, pouvoir mieux collaborer ensemble, vont pouvoir mieux travailler ensemble. Évidemment, dans une organisation, ça veut dire aussi qu'elles vont pouvoir atteindre les objectifs, donc ça va aussi jouer même sur la rentabilité d'une entreprise. En fait, là, ça joue à tous les niveaux. Et là, je parle des organisations, et après, on peut en parler évidemment sur le plan personnel. Sur le plan personnel, évidemment, ça va participer énormément à un épanouissement. La relation est au cœur de tout, donc effectivement, quand on est dans des relations plus faciles, plus agréables, on va être émotionnellement beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, et on va pouvoir aussi faire ce qu'on a à faire dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes. Donc dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille, dans le cadre des relations sociales, tout ça a un impact phénoménal en fait. C'est extrêmement important. Vous agissez tous les deux en entreprise. Est-ce que vous pouvez faire un diagnostic aujourd'hui de l'ambiance dans les entreprises, si ça a évolué au cours de votre carrière ? Comment se portent les entreprises et l'ambiance au niveau des relations humaines ? Julien ? Alors ce qui est assez marquant dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de changements en cours, par des choses assez classiques qu'on entend, le côté la numérisation, le Covid, les enjeux environnementaux, sociétaux, donc c'est vrai que c'est des cadres qui évoluent beaucoup. Ce qu'on voit, en tout cas moi ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de volonté de changer. Après le changement est pas toujours facile, il y a beaucoup d'essais, de choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Ce qui rend peut-être un petit peu plus compliqué, c'est que le cadre est un peu plus mouvant, en tout cas je trouve pour les collaborateurs, les managers, les dirigeants. Donc ça demande beaucoup d'adaptation, évidemment beaucoup d'adaptation à l'environnement et sûrement beaucoup d'adaptation relationnelle aussi, puisque dans le cadre différent, la relation change, on doit aborder des sujets différents, on doit agir de manière différente, et donc tout ça, ça impacte très très fortement la relation. Chromosome B. Dans ce petit traité des relations humaines, c'est le titre que vous leur avez donné avec en sous-titre « Comment éviter les pièges relationnels au quotidien ». Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'histoires, il y a des descriptions de situations, même des illustrations et des renvois d'autres médias vers des supports. On est loin d'un essai théorique et strictement technique. Et chacun se reconnaîtra dans certaines situations, au bureau, mais vous l'avez mentionné, en famille ou en société. Vous dites que la relation aux autres est peu enseignée. C'est un livre pédagogique donc. Frédéric de Marquet. Je pense qu'il peut être utilisé comme un livre pédagogique. On pourrait sûrement, il y a sûrement d'autres possibilités de l'utiliser, mais en tout cas, on peut le lire et l'utiliser de manière tout à fait pédagogique.
Et effectivement, notre idée, c'était vraiment de permettre au lecteur de se positionner par rapport à ses propres relations dans plein de cadres différents, et de se dire finalement dans cette relation, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et on peut tout à fait avoir envie de poursuivre la relation telle qu'elle se passe, même si elle se passe pas très bien. Ça peut être un choix tout à fait judicieux, personnel, et que l'on respectera totalement, mais on peut aussi faire le choix de faire évoluer les choses. Et nous, notre idée, c'était vraiment d'interpeller le lecteur pour lui dire voilà ce que l'on rencontre fréquemment. Est-ce qu'en tant que lecteur, tu te retrouves dans ce schéma-là? Et si tu te retrouves là, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de faire? Et nous, on te propose quelques alternatives, mais est-ce que tu auras envie de les prendre, de ne pas les prendre? Est-ce que tu auras envie de les modifier, de les faire évoluer? Donc c'est pédagogique et très réflexif, je pense, comme façon de poser les choses. On n'est pas en train de dire voilà ce qu'il faut faire, non. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui serait possible, voilà des possibilités. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'en faire en tant que lecteur? On est vraiment dans cette approche-là. Julien Rouet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste souligner, effectivement, c'est une pédagogie, mais sans méthode particulière, dans le sens c'est comme ça qu'il faut faire, etc., comme on peut entendre des pédagogies ou des apprentissages. J'aimais bien l'expression de Frédéric, c'est une pédagogie réflexive, donc c'est qu'à la fois on cherche à rendre accessible, c'est vraiment ça le but du livre, hein, une approche de la relation, il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle qu'on propose aujourd'hui, et puis d'aider les gens à se dire, et ça c'est vraiment clé pour nous, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, et laisser le choix aux personnes, et pas arriver comme des sachants sur ces sujets-là, puisque on ne sait pas ce qui est bien pour les personnes, et donc on les aide. En tout cas, c'est la volonté à réfléchir à ce qui est bien pour eux. On fait de la pédagogie, mais on n'est pas donneur de leçons. Exactement. On entre dans la systémique dès le début du livre où vous parlez de réalité de premier ou de second ordre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept? Alors de manière simple, en fait, les réalités de premier ordre sont les réalités en fait que l'on va dire factuelles, scientifiquement prouvables. Par exemple, dans une pièce, il y a 3 êtres humains, 3 tables, 3 chaises. On est tous d'accord sur ce que sont des êtres humains, des tables et des chaises, sur une façon de compter. Donc on sera tous d'accord là-dessus. Ça, c'est du premier ordre. Et le second ordre, c'est la manière singulière que chaque être humain va avoir de vivre une expérience. Par exemple, s'il rentre dans cette salle avec 3 chaises, 3 êtres humains et 3 tables, chaque être humain va se faire une représentation de cette expérience. Et c'est donc toute la représentation qu'on se fait des expériences que l'on vit. Et une des difficultés des êtres humains, c'est que l'on confond le premier et le second ordre. On a l'impression que ce que l'on vit nous et ce que vit tout le monde, ce qui crée évidemment des difficultés dans l'interaction, dans la relation et dans la communication. Pour ajouter, je trouve que effectivement la réalité de second ordre est à la fois plus riche, plus individuelle aussi. La confusion peut être source de problèmes relationnels, mais je trouve aussi que la réalité de second ordre, c'est aussi une source d'opportunités incroyable, parce que le fait qu'une personne voit la chose d'une manière différente, ça ouvre aussi beaucoup de perspectives. Donc le but, c'est pas forcément de les opposer à ces réalités, c'est de bien faire la différence entre les deux, et puis de bien savoir où on en est par rapport à chacune. La réalité de premier ordre comme réalité entre guillemets objective, et être bien conscient que la réalité de second ordre, avec son positif et son négatif, est plutôt une réalité subjective. Alors, dans les approches systémiques, la relation est donc au centre de l'observation et de l'action. Quels sont les plus gros obstacles pour observer ces systèmes dont on est partie prenante? On est à l'intérieur de ces systèmes avec nos yeux, on voit pas l'arrière de notre tête. Donc, les pièges à éviter, et vous parlez par exemple à la fin de votre livre de la peur et ce qu'elle induit. Vous donnez aussi des noms à des phénomènes relationnels comme l'ascension symétrique ou le jeu de la disqualification. Quels sont donc ces plus gros obstacles? Frédéric de Marquet. Sylvano, déjà, oui, tu viens d'en donner un, en fait, en disant on est dans le système. Donc le plus gros obstacle, c'est sûrement déjà de ne pas s'observer soi-même dans la relation. C'est extrêmement compliqué. On peut apprendre à s'observer, hein, c'est un apprentissage possible, mais c'est difficile. Donc du coup, on a peu conscience de son influence sur les autres. On est conscient de l'influence des autres sur nous, mais on a peu conscience de son influence sur les autres. Donc c'est sûrement un des obstacles importants que tu as cité dans ta question. Et un autre, c'est la complexité des relations humaines, c'est-à-dire qu'on est dans la relation, c'est quelque chose d'éminemment complexe, il se joue des choses à des niveaux tout à fait inconscients, des choses conscientes, mais des choses aussi inconscientes, et du coup tout ça crée beaucoup de complexité. Un être humain en soi est un système très complexe, et plusieurs êtres humains en interaction, c'est encore plus complexe, et l'idée c'est de pouvoir effectivement cheminer dans cette complexité sans s'y noyer, et en pouvant finalement approcher la relation par certains
certains aspects que l'on peut voir, que l'on peut apprendre à voir en tout cas. Il y en a qu'on voit pas naturellement, mais on peut apprendre à les voir. Et à partir de ces aspects-là, effectivement, on peut générer quelque chose de très intéressant sans pour autant avoir une connaissance de cette complexité, parce que ce serait évidemment tout à fait impossible. L'autre point que je rajouterais, c'est que généralement, en tout cas, on a beaucoup, et c'est très développé, une approche plutôt causale, c'est-à-dire que ce phénomène envoie à telle conséquence, etc., est assez simplificateur. Et c'est vrai que dans tous les sujets de relations, le risque, c'est d'appliquer ça, et on arrive après à des phénomènes type bouc émissaire, c'est tous les problèmes de notre équipe, c'est à cause de cette personne, etc., etc. Et je trouve que c'est une des grandes difficultés, parce que l'approche systémique est une approche qui prend en compte la complexité, qui aime la complexité, et je pense que un des risques et une des difficultés, c'est de rester dans cette approche vraiment cause-conséquence, qui est souvent très limitant et qui peut être un élément qui nous enferme. Et l'autre point que je rajouterais par rapport à ça, c'est un point d'humilité, entre guillemets. Ça fait écho à ce qu'on vient de se dire sur les réalités de premier ordre et de deuxième ordre. C'est de se dire que notre réalité, ça n'est que notre réalité, que le voisin a aussi sa réalité. Et ça, je trouve que c'est un step à faire. Alors, j'appelle ça l'humilité, ça peut être appelé autrement. Et je pense que le fait de penser que ma réalité est meilleure que celle du voisin peut être effectivement un obstacle assez important. Et ça, c'est un passage assez dur à faire. C'est ce qui joue aussi dans ce qu'on appelle l'ascension symétrique, qui est un phénomène qui peut se passer entre deux personnes, mais aussi entre deux groupes, et à vrai dire, même au niveau de la géopolitique. L'ascension symétrique, c'est un peu un jeu de bras de fer. C'est-à-dire que plus je vais convaincre l'autre de quelque chose, plus il va me convaincre. S'il n'est pas convaincu, il va me convaincre d'autre chose. Chacun va y mettre de plus en plus d'arguments, de plus en plus d'énergie. Et du coup, ça crée un bras de fer, et un bras de fer qui n'aboutit souvent à rien, qui est bloquant. Ou alors, il va y avoir un gagnant, un perdant à la fin, ce qui est souvent aussi dommageable dans la relation. Et l'idée, effectivement, c'est que dans la relation, lorsqu'on entre en ascension symétrique, alors ça veut pas dire que les débats d'idées sont pas intéressants, mais lorsqu'on entre en ascension symétrique et qu'on voit qu'on est en train de bloquer, eh bien, on peut en sortir par uniquement le retrait ou le changement en tout cas d'un des joueurs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait bras de fer, il faut qu'il y ait deux personnes. Et l'idée, c'est qu'à un moment, on peut désamorcer effectivement les choses. Donc chacune des deux, ou quand il y a davantage de personnes, peuvent désamorcer ces ascensions qui sont très dommageables, parce qu'émotionnellement, souvent, elles entraînent énormément d'émotions négatives, soit de colère, d'agressivité, soit de tristesse, soit de peur parfois. Donc ça peut engendrer beaucoup de choses. Et ces ascensions symétriques sont très présentes. Et le piège qui est derrière, c'est la binarité. C'est-à-dire il y a celui qui a raison, celui qui a tort. Et finalement, il n'y aurait pas de tierce solution. Alors que peut-être, on a tous les deux raison, et que peut-être, il y a des choses qui peuvent nous rapprocher. Il n'y a pas forcément une personne qui a raison, il n'y a pas les bons, les méchants. Et la binarité est un piège humain extrêmement fréquent. La relation humaine n'est pas une science exacte, c'est vous qui l'écrivez. Votre titre, Petit traité, suggère un accord, une convention. Est-ce que travailler notre relation aux autres, c'est travailler notre communication avant tout? Julien Rouet? Sur l'accord et la convention, nous, ce qu'on propose, c'est une grille de lecture. Donc on est loin, et je fais écho à ce que disait Frédéric tout à l'heure, l'idée n'est pas du tout de donner la solution et la grille de lecture qui convient bien pour. C'est vraiment une proposition, et on invite les lecteurs à lire d'autres grilles de lecture pour se faire leur propre idée. La deuxième chose sur la communication, effectivement, travailler la relation, en tout cas c'est ce qu'on propose, de se positionner, réfléchir par rapport à la relation, c'est mieux comprendre les autres, mieux se comprendre, peut-être aussi voir ce qui va impacter la manière dont on impacte la situation, et donc forcément ça va impacter la communication. Parce que si je comprends comment j'impacte la situation, si je comprends la vision de l'autre personne, si je comprends ce qu'il faut faire pour améliorer, forcément je vais communiquer de manière différente. Donc on va dire en tout cas que c'est une forme de sous-jacent. Travailler la relation, c'est une forme de sous-jacent pour améliorer sa communication. Et juste, j'ajouterais que dans l'idée de petit traité, pour nous, il y avait vraiment l'idée de on traite de quelque chose. Et pas forcément de quelque chose d'un peu convention. On traite de quelque chose, en fait. C'était vraiment notre idée quand on l'a appelé petit traité. Chromosome B. Un
chapitre intéressant sur la pathologisation. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit et peut-on mettre cela en perspective avec les tendances assez marquées de notre époque? Il y a d'autres chapitres qui reviennent sur les normes, les médias normatifs, les bénéfices secondaires de la normalisation. Je voudrais aussi vous faire parler sur l'expérience des étudiants en psychologie placés dans des hôpitaux psychiatriques. Sur la pathologisation, c'est quelque chose effectivement que l'on traite parce qu'on le rencontre extrêmement souvent. Et ce qui est souvent dommageable d'ailleurs, c'est quand les personnes internalisent l'idée de la pathologisation. C'est-à-dire, je vais donner un exemple pour être clair peut-être sur le sujet. Je pense à une dame que j'avais accompagnée qui achetait qui collectionnait beaucoup de choses en fait, qui aimait bien collectionner, donc elle achetait ou elle chinait, elle était très très collectionneuse. Et en fait, autour d'elle, on lui renvoyait le côté, mais c'est pathologique, c'est compulsif, etc. Alors que, sur le fond, elle se faisait plaisir, elle aimait bien, elle se ruinait pas, puisqu'elle achetait des choses qui n'étaient pas très onéreuses, elle gagnait convenablement sa vie, donc elle se ruinait pas, elle se faisait vraiment du bien, elle se faisait plaisir, elle adorait, c'était une passion. Et en fait, on lui renvoyait ce côté pathologique, parce que ce serait compulsif, achat compulsif, etc. Et elle finissait par l'intérioriser, se dire, mais c'est pas normal, etc. Alors que finalement, à un moment, elle a compris que elle se faisait du bien, et que peut-être, ceux qui avaient des problèmes, c'était ceux qui étaient autour et qui l'observaient, et qui lui disaient que c'était pathologique, et peut-être qu'elle n'avait pas de problème. Et donc, à un moment, ça a changé un peu sa représentation, elle a vu les choses autrement, et elle s'est mise à assumer mieux cette passion, et qui était finalement quelque chose d'agréable pour elle. Et c'est ça la pathologisation, c'est le fait à un moment qu'un comportement soit vu comme pathologique par la personne qui le vit ou par l'entourage, et puis à un moment l'entourage peut renvoyer ça et la personne va finir par le voir comme pathologique, et ça devient une source de problème, alors qu'à la base il n'y a pas de problème a priori. Ça peut devenir un problème si quelqu'un, évidemment, a fait des achats compulsifs, qui vide son compte en banque et qui se retrouve à la rue parce qu'il n'a plus, là, ça devient effectivement un problème. Mais dans d'autres cas, c'est pas du tout un problème. C'est décrété comme étant un problème alors qu'il n'y en a pas, en fait. Et très souvent, dans nos cabinets, on peut accompagner des personnes qui disent « j'ai plein de problèmes », et en fait, sur le fond, ils vont vite se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas autant de problèmes que ça. C'est peut-être autre chose. Alors, on peut pathologiser même une attitude totalement normale, comme je voulais vous inviter à parler de cette expérience avec les étudiants en psychologie. Julien Rouet. Sur l'expérience, c'était assez simple. C'est une expérience qui, dans les années 70, un groupe d'étudiants qui a décidé de se faire interner dans les hôpitaux psychiatriques. C'était des étudiants qui n'avaient a priori aucune pathologie. Et après quelques temps, évidemment, ils ont passé quelques temps dans ces hôpitaux et on a regardé les rapports qui ont été écrits sur eux. Ce qui est assez marrant, c'est que les personnes qui étaient plus réservées avaient un problème social d'intégration dans le groupe. Les personnes qui étaient plus volubiles, naturellement, souffraient d'excès. Il y avait tout un tas de problèmes liés au fait de beaucoup parler. Et donc, ce que je trouve très intéressant, moi, dans cette expérience, c'est que ça fait évidemment rapport à la norme aussi et aux normes qu'on se donne. C'est que il peut y avoir, en tout cas, tendance dans certains endroits et spécifiquement des hôpitaux psychiatriques à essayer de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et je trouve qu'une question à se poser en général, c'est de se dire, est-ce que cette situation est vraiment un problème pour moi et pour les autres ? Et je trouve que rien qu'en se posant... Moi, c'est une question que je me pose assez régulièrement. Rien qu'en se posant régulièrement cette question, parfois on arrive à détendre la tendance à se créer des problèmes, la pathologisation, à se créer des choses assez normatives. Et c'est pas parce que je fais pas comme mon voisin ou c'est pas parce que j'ai un comportement que personne n'a. Si jamais il n'y a pas de problème et que ça fait de mal à personne, ni à moi ni aux autres, effectivement, il n'y a pas de problème. Vous dites en conclusion que la relation humaine, ça s'apprend, même si c'est pas une science exacte et demande des adaptations constantes. Je vous suggérais même un programme d'apprentissage pour les enfants et les jeunes. À quelle qualité, quelles ressources devons-nous faire appel pour apprendre ? Est-ce que vous, par exemple, personnellement, vous avez appris ou acquis un enseignement à partir de vos propres comportements ? Frédéric Desmarquet ? Je pense que quand on fait les métiers que nous faisons, ça veut dire qu'on a sûrement fait un parcours où on a effectivement appris des choses, puis notre métier après nous en apprend plein, évidemment. On voit de plus en plus aujourd'hui, dans certains pays, des écoles qui proposent des enseignements sur la relation. Je ne sais plus dans quel pays, j'ai vu il n'y a pas longtemps, un enseignement sur l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie, comment développer l'empathie, etc. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que on se rend compte aujourd'hui, effectivement, qu'il y a un certain nombre de difficultés qui vont peut-être un peu crescendo actuellement, du fait sûrement des difficultés sociales, sociétales que l'on rencontre globalement. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va un peu crescendo.
et sûrement un besoin de revenir effectivement à des relations peut-être plus sereines, plus apaisées, plus constructives, puisque l'idée c'est aussi qu'on construit avec nos relations, qu'on soit personnellement ou professionnellement. Et du coup, je pense effectivement qu'il va y avoir, et j'en suis convaincu, il y a déjà d'ailleurs, hein, il y avait les cours de relations civiques, des choses comme ça. Finalement, ça se rapprochait peut-être un peu, mais c'était très normatif comme façon de faire, justement. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on va pas aller vers quelque chose d'aussi normatif, mais il peut y avoir effectivement un apprentissage assez rapidement, hein, dès le plus jeune âge, alors qui va se faire tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer un mode de relation, ce serait assez totalitaire de faire ça, mais en tout cas d'ouvrir à d'autres possibilités relationnelles, ce que font d'ailleurs déjà des enseignants. En fait, individuellement, les enseignants font ce genre de choses à l'école, etc. Ça fait partie de leur job, évidemment. Mais peut-être d'avoir une connaissance un peu plus approfondie de la relation, de mieux connaître les rouages de la relation, pourrait aider justement dans les enseignements. Et je pense que ça pourrait être effectivement quelque chose d'important. En tout cas, c'est un peu un vœu qu'on fait avec Julien, je laisserai s'exprimer après, mais un vœu que ça puisse effectivement à un moment devenir plus présent, et on voit que les entreprises recherchent ça aussi, et que les compétences non techniques relationnelles sont de plus en plus mises en avant, et que sûrement un jour elles se monnaieront pour entrer dans une entreprise, elles seront sur le CV, elles se monnaieront pour entrer dans une entreprise, j'en suis à peu près convaincu. Julien Rouet, vous avez appris des choses sur vous-même à travers votre pratique et vos recherches. Comme disait Frédéric, quand on fait ces métiers-là, on apprend d'avant et on continue d'apprendre. Peut-être ce que j'ai le plus appris sur moi, en tout cas, c'est un schéma que j'avais beaucoup. Donc, c'est une grille de lecture, hein, qu'on me propose dans le livre, qui s'appelle les doubles contraintes. Comment aller se rajouter des choses de chaque côté, et puis parfois avec aussi une non-compatibilité. Donc, ça, on rajoute un peu de binarité là-dedans. Et moi, mon exemple, c'est que je pense que pendant pas mal de temps, j'ai voulu passer du temps avec mes enfants comme si j'avais pas de travail, et j'ai voulu travailler comme si j'avais pas d'enfants. Et donc ça, c'est des situations dans lesquelles on peut assez vite s'enfermer, générant beaucoup de frustration de part et d'autre, puisqu'on fait un peu tout et rien à la fois. J'ai pu identifier ces schémas, trouver des troisièmes voies, m'apaiser. Frédéric parlait beaucoup d'apaisement tout à l'heure. Enfin, c'est un des exemples. Il y en a évidemment plein d'autres. Je voulais aussi rebondir sur l'apprentissage de la relation humaine. Évidemment, c'est vraiment un chemin intéressant, et je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que aujourd'hui, l'apprentissage de la relation, pour moi, on a besoin d'avoir de l'ouverture, on a besoin d'avoir de la curiosité, on a besoin donc de prendre le temps de comprendre l'autre, du temps et de l'indulgence. Et moi, je trouve, en tout cas avec notamment tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est la manière dont le monde se polarise, etc. Je trouve que si on pouvait apprendre dès le plus jeune âge que finalement la nuance se trouve dans le temps qu'on y passe, donc d'apprendre aux personnes d'être plus nuancées, enfin moins confondre le premier ordre et le second ordre. Je pense que ça apporterait un peu d'apaisement global, et ça donnerait une espèce de contre-courant par rapport à une tendance aujourd'hui qui va beaucoup sur ces sujets-là. On prend pas beaucoup le temps, on est noyé sous les infos, on prend des décisions très rapides, on a des avis très tranchés, et surtout on accepte assez peu que le voisin ait pas la même opinion que nous. Donc je trouve que ça aiderait aussi, au-delà de la relation même, dans une forme d'approche au monde par rapport à ce qui est en train de se passer. Et la relation est un apprentissage d'une vie, en fait. On n'a pas assez d'une vie pour l'apprendre, en fait. Donc on peut l'apprendre dès le plus jeune âge, mais ça s'apprend tout le temps, et d'autant plus qu'on est dans des sociétés qui nous challengent beaucoup par rapport à ça, avec beaucoup de changements, etc., environnementaux. Et du coup, c'est un apprentissage constant de toute la vie, en fait. Et même quand on connaît bien ça, on apprend tout le temps, et on se prend les pieds dans le tapis encore et encore. Petit traité des relations humaines, ou comment éviter les pièges relationnels au quotidien. Frédéric Demarquet et Julien Rouet, vous publiez ce texte aux éditions Henrik B. Alors, Frédéric Demarquet, je sais que vous n'êtes pas du tout versé sur le dernier exercice de ce podcast, qui est de vous demander un aphorisme, une devise, une citation qui pourrait caractériser votre relation au monde en général ou votre état d'esprit du moment. Mais j'insiste. C'est vrai, Sylvano, que je suis pas très citation parce que je trouve qu'elles ont tendance à figer un peu les choses. Mais j'ai quand même cherché, j'ai cherché, et j'en ai trouvé une que j'ai trouvée assez rafraîchissante sur Internet ce matin, donc je vais vous la donner. Dans l'enfance, on se lie facilement, on rit une fois ensemble et on est aussitôt amis. On ne se demande pas quel est le métier ou la race de l'autre. L'important, c'est qu'il soit un être humain comme nous et qu'on crée des liens. Julien Rouet, je peux vous demander le même exercice ? Moi, ce que j'avais envie de partager,
C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué dans tout mon chemin dans la systémie. C'est que tout le monde a raison dans sa réalité. Julien Rouet, Frédéric Demarquet, merci. Merci beaucoup. Merci Sylvano. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.